Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Regard Croisé. Regard Croisé, nous recevons aujourd'hui M. Abdallah Yattara, un habitué de ce plateau. M. Abdallah Yattara est consultant, nous lui disons bonjour. Bonjour M. Antoine. Ça va la famille? Mais ça va bien, merci. Oui. Et ce voyage à mon petit, ça va vraiment. Ok, d'accord. On est bien parti, on est bien rentré, okay. Voilà. Un salut à mes co-débatteurs. Oui, merci. Et bonne émission à nous tous. Merci beaucoup. En plus de M. Yattara, Dr Amadou Touré, il est enseignant-chercheur. Dr Touré, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices et aux co-débatteurs. Merci pour l'invitation. Et la semaine? Bon, très bien. Bien passé. Bien passé. Donc nous rentrons bien dans le week-end. Très bien. Merci. Monsieur Badi Aïdra, il est expert statisticien. Aïdra, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien. Toujours ce rappel-là, je pense que les statistiques sont... Elles sont comment? Ah ben, elles sont bonnes. D'accord. Merci bien à tous les débatteurs. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème, pour Regard Croisé aujourd'hui, les attaques récentes des terroristes dans les différentes régions du Mali, aussi la nouvelle charte de la transition et les voyages du Premier ministre en Espagne, donc à la conférence internationale sur le financement et du développement. Donc nous allons commencer avec ces attaques récentes. Je vais vers M. Aïda et M. Yattara. M. Yattara, nous avons vu dans la semaine vraiment des attaques terroristes dans différentes régions du Mali comme Kaï, Nyoro du Sahel. Vraiment, c'était vraiment triste. Vraiment, votre regard global sur ces attaques-là. Merci bien, M. Antoine. Moi, je crois que l'insécurité a franchi un pas. Un pas en ce sens que moi-même je disais sur ce plateau et sur plusieurs autres plateaux, oui, que les capitales régionales étaient sécurisées et que les cercles étaient sécurisés et que l'insécurité en réalité se trouvait un peu entre les arrondissements et les villages. Mais aujourd'hui, avec ces différentes attaques, et comme on le disait, l'état-major même l'a dit, les attaques coordonnées, donc entre 7 au total je crois, on se rend compte que l'insécurité a franchi un nouveau palier. Je crois que aussi bien le ministre de la Défense que le président de la transition ont été pris à contre-pied. Je crois que le ministre de la Défense, dans l'émission Malikoura Tasseran de Sira Kidal, disait que nos camps ne sont plus attaqués et que les camps sont légèrement sécurisés. Et même pas 72 heures après, je crois que Mondoro, Boulkoussi ont donné le ton. Et le président de la transition, lorsqu'il était en Union soviétique, en Russie, disait que l'insécurité c'est presque fini maintenant et qu'il n'y a que des postes résiduels. Je crois que cette attaque coordonnée lui a complètement démenti cette déclaration-là. Je crois que moi, je l'ai toujours dit, il va falloir qu'on applique un peu les recommandations du dialogue intermalien dans sa thématique paix et sécurité, et notamment qui a fait 2 recommandations fortes, à savoir dialoguer avec les mouvements armés, mais aussi engager un dialogue doctrinal avec les djihadistes aussi. Je crois que le dialogue intermalien est fini depuis, les recommandations ont été validées. Mais est-ce qu'il y a une direction avec ces djihadistes-là? Est-ce qu'il y a des personnages avec qui on peut parler? Parce que c'est vrai, il faut dialoguer, mais il faut que la justice passe aussi. Donner seulement le temps, et la direction de la sécurité militaire, l'Agence nationale de la sécurité des États sait où trouver ces gens-là. Ah. Ça, je n'en doute même pas. Comprenez, donner seulement le temps. Assim Naka a donné son accord. Moro connaît ces hommes, savent où se trouvent ces gens-là, savent comment les joindre et savent comment les faire venir à la table de négociation. Comprenez. Donc, aujourd'hui, très honnêtement, une guerre, je l'ai dit, ce n'est pas uniquement les équipements militaires. Et les États-Unis ont été pratiquement obligés de plier bagages en Somalie. Il y a d'autres stratégies. Oui, tout à fait. Les Russes même ont été obligés de reculer devant les Moudjahidines en Afghanistan, et qui ne se rappellent pas de la guerre de Dien Bien Phu avec les Français. Vous comprenez, ce n'est pas uniquement les armes qui font la guerre. À un certain moment donné, moi je l'ai dit, depuis qu'on avait récupéré Kidal, qui était symbolique, on était en position de force, on devrait engager le dialogue pour pouvoir se pacifier. Mais moi je pense que ce dialogue-là aussi est là parce qu'il y a même un ministère qui est là pour la réconciliation nationale, oui, mais pour le dialogue. Oui, c'était chargé même de l'application de l'accord de paix ici du processus d'Alger. C'est vrai qu'il a été dénoncé pratiquement par nos autorités et qui en principe devrait être remplacé, comme Assim même l'a dit, par le dialogue intermalien complètement exclusif. Mais ce dialogue intermalien aussi qui a complètement dévié de ces termes de référence et qui nous amène autre chose que par rapport que la paix. Comprenez, moi je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement,
il va falloir peut-être revoir même notre système de défense. Moi, je crois qu'on est là aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Peut-être le système qui est là, peut-être les hommes militaires qui sont là aujourd'hui, peut-être ont montré un peu leurs limites. Peut-être qu'il va falloir mettre du sang neuf dans l'appareil militaire aujourd'hui pour pouvoir vraiment reconquérir ce territoire-là. Il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas aussi se le cacher. 1 240 000 km² n'est pas facile à sécuriser. On n'a pas encore les hommes nécessaires, on n'a pas encore l'effectif nécessaire, on n'a pas encore le matériel nécessaire. Il va falloir tenir compte de tout ça. Et la guerre, elle seule ne suffit pas pour mener aussi pour amener la paix. Je l'ai dit, 2008 écoles fermées, j'ai dit au centre et au nord, tous ces enfants-là qui ne sont pas scolarisés sont les proies faciles aussi pour les djihadistes. Je vois, en ouvrant ces écoles-là progressivement, on aura aussi fait un pas vers la paix. Et aussi en menant le pays aussi vers une croissance consolidée aussi, on aura aussi fait un pas vers la paix. Je crois qu'ici on doit voir d'autres éléments, mais pas uniquement les armes. Donc selon vous dire vraiment, les chantiers sont nombreux. Docteur Touré. C'est que à l'entame de mes propos, je dirais toujours mes condoléances à toutes les victimes des attaques terroristes, prompt établissement aux blessés. La lecture de ce qui s'est passé à Caille, pour moi, ce qui ressort, c'est la bravoure des FAMA. Une bravoure inébranlable face au complot international. Qui, certainement, cette bravoure a été le bouclier, qui est toujours le bouclier, le garant de notre unité, le garant des Maliens. Donc pour plusieurs raisons, si vous voyez la nature des attaques, c'est une nouvelle phase qui a été enclenchée par le terrorisme international. Donc contrairement à ce que pensent d'autres, moi je ne fais que saluer l'armée pour le courage enclenché. Donc le modus operandi change. Le modus operandi change et l'armée s'est réadaptée. De 2020 à 2025, il y a eu un grand changement. Il y a une adaptation militaire, une politique militaire qui est en cours qu'on appelle Dougou-Koloko. Donc c'est une nouvelle phase opérationnelle qui consiste à récupérer, à stabiliser les zones d'instabilité. Donc si vous avez constaté, ce qui s'est passé dans les jours précédents, Caille Tombouctou ont naturellement porté un échec fatal au groupe terroriste. Les infiltrés de Tombouctou, comme Caille, ont été neutralisés dans les autres localités. Mais ce que les gens doivent comprendre, que nous ne sommes pas dans une guerre classique. C'est-à-dire que au plus on avance, plus le mode opérandi de la guerre asymétrique change. Donc d'où il faudrait inclure la notion de soutien des citoyens aux FAMA. C'est-à-dire que quel soutien nous pouvons apporter aux FAMA. Parce que les FAMA sont là, c'est des humains comme nous, ils se battent pour nous. Et en un mot, cette guerre asymétrique implique nécessairement la participation des citoyens. Pour deux raisons. Comment sont-ils rentrés? Qui les héberge? Qui donne la logistique? Donc les FAMA seuls ne peuvent pas combattre. Même si vous amenez les armées les plus puissantes au monde, sans une implication de la société civile, la paix n'y se... Mais avec ces nouvelles formes d'attaque, quel message envoient ces terroristes? Donc le message qu'ils envoient, c'est pour saper, le moral des Maliens, le moral des troupes, et surtout le moral des familles. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a une désinformation fondée. Une désinformation qui est là, une désinformation que les gens fondent sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont là tout simplement pour désinformer, taper sur le moral des troupes et des familles. Donc, contrairement à ce qui se passe sur le terrain, il n'est pas facile. Cette guerre asymétrique n'est pas facile. Et les grandes puissances, que les gens pensent que ces pays sont puissants, ont abandonné des pays. Les États-Unis ont abandonné des pays pour abandonner la guerre asymétrique. La France de même. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas, mais à un moment donné, il faudrait qu'on aille à l'unisson. L'essentiel veut dire quoi? Il faut soutenir les femmes. Mais au-delà de l'unisson, ce que vient de dire M. Yattara, par exemple, est-ce que l'approche de dialogue avec ces terroristes-là, c'est possible aujourd'hui? C'est qu'il faudrait comprendre quel pays discute avec les terroristes. Parce que la nature, quand on est terroriste, la nature change. Le gouvernement dit qu'il est prêt à dialoguer, à discuter avec les Maliens, avec les conditions. Et dans ce cas, nous avons la charte pour la paix et la réconciliation. Bon, comme on le dit, comparaison n'est pas raison, mais un moment aussi, on a vu la grande superpuissance, les États-Unis, qui est parti au Qatar négocier avec des gens dans les grands hôtels là-bas. Je comme ça, que la nature spécifique des États-Unis et du Mali, il faut faire la différence. Nous, on veut contrôler notre territoire. Quand on négocie, on ne négocie pas avec les armes. On négocie avec les hommes désarmés. Seul l'État a le droit de porter l'arme. Seul l'État a le droit de contrôler le territoire. Donc c'est des gens, nous avons plusieurs revendications qui se retrouvent. Si vous prenez les touristes, c'est l'expansion. Et nous avons vu ces derniers temps les rétropédalages, qu'ils veulent avoir le pouvoir politique.
sous-entendu que ce groupe terroriste aurait des contacts avec le Front pour la libération. Et ceux-ci aussi sont soutenus par des puissances extérieures. Donc cela veut dire que c'est tout un complot. C'est très compliqué. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. L'État seul a le droit de contrôler son territoire avec les armes. Maintenant, ceux qu'ils veulent discuter, discutent dans le canevas qui va bien sortir. En déposant les armes. En déposant les armes d'abord, ça a été dit. On ne peut pas négocier avec des... On n'a jamais vu un pays négocier avec des hommes armés. Vous pouvez dans tous les pays, les hommes déposent les armes d'abord pour négocier. Et comme je le disais au départ, la charte qui est là nous apprend à nous aimer, à nous donner la main, non à nous tourner le dos. Maintenant, ceux qui ont des problèmes avec la justice doivent passer vers la justice. Donc il faut la réparation des cœurs, il faut la réparation des destins brisés, mais il faut essentiellement qu'il faut justice, paix et réconciliation. Pour l'anecdote, pour quitter, Tombouctou, nous avons notre bateau qui a été 400 personnes brûlées vifs. Est-ce qu'on peut pas passer ça inaperçu? Combien de familles brisées? Combien d'écoles fermées? Combien de sentiers de développement ont été arrêtés? Comme l'a dit ATT, on amène l'ambulance, ils enlèvent. Vous amenez les tracteurs pour faire des travaux champêtres, les tracteurs sont incendiés. Vous amenez des chantiers de route, tout est incendié. Donc, à qui la faute? Et il est très difficile, sans sécurité, d'ouvrir les écoles, d'aller vers le développement. D'accord. Monsieur Aïdara. Moi, je vais être assez bref sur le sujet. Tout d'abord, nous saluons le travail abattu par notre armée en notre nom. Nous les sommes redevables de notre quiétude au quotidien. Nous qui sommes encore, on va le dire, dans des quartiers, dans des communes relativement stables. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres de Maliens. Donc quand nous parlons de cette situation, nous devons prendre conscience que nous parlons de nos parents qui sont dans ces situations. Oui. Et nous devons analyser cette situation au-delà de ce qui se passe actuellement, ce qui se passe cette semaine, ce qui se passe depuis des années. Nous devons comprendre que les exemples que nous donnons des États-Unis, de la Russie, de tel ou tel pays, en Somalie, ci et là, en Yémen, ci et là, des pays qui ont échoué en se retirant ou finalement en ayant été obligés de venir sur la table de négociation. Je dis que c'est des arguments qui n'ont pas lieu d'être dans le cadre de notre pays. Nous sommes face à des situations complètement différentes. Il ne vous a pas échappé que tous les exemples qu'on vient de donner, cela ne se passe pas sur leur territoire. Cela ne se passe pas en France. Cela ne se passe pas aux États-Unis. Cela ne se passe pas en Russie. C'est des opérations extérieures. Nous, nous sommes chez nous. En de pareilles circonstances, un pays qui est attaqué depuis des dizaines, presque 2 dizaines d'années, sinon si on prend la rébellion du Nord, elle remonte à encore depuis plus 63. loin. Depuis 63. Depuis 58, l'accord de CRS. Normalement, en de pareilles circonstances, nous devons être à la mobilisation générale. C'est quoi la mobilisation générale? C'est un peu ce qu'il vient de dire. Ça va au-delà d'être à l'unisson. La mobilisation générale pour défendre la patrie, ça veut dire que chaque Malien est un agent de lutte contre le terrorisme à sa manière, selon sa position, selon ses moyens, selon ses capacités et selon ses connaissances. Je répète, les exemples que nous donnons sont différents. Nous, on est attaqués chez nous. Si des terroristes prennent possession d'une certaine partie des États-Unis ou de la France, il n'y aura pas de négociation jusqu'à extermination finale de ces terroristes. Comparons ce qui est à comparer. Je répète, ces événements ne sont pas sur les territoires américains. Donc, si les États-Unis ont été contraints de négocier ou de fuir l'Afghanistan, ils peuvent se le permettre. Ce n'est pas sur leur territoire.
si c'était sur leur territoire, tous les Américains allaient se mobiliser. La vie normale allait s'arrêter jusqu'à ce que ce problème soit réglé. C'est de cela dont nous avons besoin pour finaliser cette guerre, pour pacifier totalement le Mali. Et ça c'est pas une vision militaire. J'ai bien dit, chacun doit contribuer, un agent de lutte contre le terrorisme à sa manière. De par sa position, là où il est, et ce qu'il connaît. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, on va terminer avec ça. Juste, je voulais vous poser la question. Voilà. Et la question que j'ai posée à Dr Touré, les différents messages que les terroristes nous envoient. Parce que c'est à travers ces messages-là aussi que le Malien, chaque Malien, comme l'a dit Badi, doit vraiment essayer de lutter en sa manière pour répondre à ces messages. Je l'ai dit plusieurs fois, tout divise aujourd'hui les Maliens, excepté l'armée qui nous unit. Vous savez, un Malien n'a pas à recevoir de leçons d'unité par rapport à l'armée de qui que ce soit. Cette armée-là, elle est la nôtre. Nous la soutiendrons vaille que vaille. Mais si le problème... Mais êtes-vous d'accord que les opérations extérieures sont différentes de notre cas? Je viendrai à cette question. Vous savez, on est tous unis derrière cette armée-là. On est même obligés, on n'a même pas le choix. Et personne ne peut nous donner de leçons de morale par rapport à ça. Cette armée-là aujourd'hui, je dis que la transition tient par deux choses sur lesquelles on ne doit même pas tergiverser, que l'on doit soutenir. Ça, c'est l'armée et la justice. Si on affaiblit ces deux institutions, c'est sûr que la transition va s'écrouler. Donc on n'a même pas le choix, on est obligé de faire l'unité autour de l'armée et de la justice. Vous comprenez? Le 11 septembre, c'est les effets collatéraux du terrorisme. Ça s'est passé aux États-Unis, par ailleurs. Les attaques du métro de Moscou. Et lorsqu'en France aussi, j'ai oublié les boîtes de nuit qui ont été attaquées, c'est les effets collatéraux du terrorisme qui sont exportés dans ces pays-là. Vous comprenez? Le terrorisme n'a pas de frontières. Le terrorisme n'a pas de frontières. Comprenez? Une fois qu'on subit le terrorisme, il peut s'attendre à être attaqué sur tous les plans et n'importe où. Comprenez? Tout le monde se rappelle du 11 septembre. Tout le monde se rappelle des attaques dans les métros de Moscou. Tout le monde se rappelle des attaques dans les boîtes de nuit en France. Vous comprenez? Dont les jugements ont été achevés. Le Bataclan. Le Bataclan. Vous comprenez? Donc, effectivement, c'est des effets collatéraux du terrorisme qui se sont amenés dans ces pays-là aujourd'hui. Donc, le terrorisme n'a pas de frontières. Je dirais à M. Touré qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il faut obligatoirement déposer les armes. Les terroristes ou les mouvements armés ne vont jamais accepter de déposer les armes pour négocier. Vous comprenez? Les négociations se font généralement. Les armes à main, c'est compliqué. Non, les négociations se font généralement en période de trêve. Comprenez? Les deux parties demandent de déposer les armes, tout simplement, ou de ne plus attaquer l'un l'autre et engager des négociations pour 1 mois, 2 mois. Et au cas où les négociations échouent, peut-être que les armes vont reprendre. Mais par plusieurs fois aussi, les négociations peuvent aboutir à quelque chose, à une paix durable aussi. Mais quand tu demandes jusqu'à présent l'accord de paix pour le processus d'Alger, depuis 2016, je crois, on devait déposer les armes. Mais jusqu'à aujourd'hui, les armes n'ont pas été déposées. Parce que c'est une question de confiance. Quand les deux partenaires n'ont pas confiance l'un en l'autre, c'est difficile qu'on puisse déposer les armes. On peut quand même demander une trêve pour 2-3 mois. Pendant cette trêve-là, on peut commencer les négociations. Ça c'est possible. Vous comprenez? Et j'ai dit aussi que, vous savez, on dit que ça a changé de forme. Ça n'a pas changé de forme. La changé de forme, depuis 2015, nous sommes dans la lutte asymétrique. Mais 2015, nous étions... Oui, il y a ça a changé de forme parce qu'il y avait des bases des terroristes. Actuellement, les terroristes n'ont plus de base. Vous savez, ils sont obligés de changer à 2, à 3, à 4, à 5 sur les motos. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que depuis 2012, pratiquement, c'est la même stratégie. C'est généralement le petit matin qu'on nous attaque. Depuis 2012, on n'a plus pu trouver. Mais vraiment, reconnaissez que les formes ont changé. Non, la forme, j'ai dit qu'on était dans la lutte, dans la lutte contre avec les mouvements armés. Ça, c'était depuis 2012. Comprends? Avec les MNLA qui étaient dans une guerre de revendication d'indépendance. Je crois qu'après, lorsque les terroristes se sont infiltrés avec l'éclatement de la Libye, je crois que c'est 2015, on est dans une guerre asymétrique. Et c'est pour ça qu'on a quitté Serval pour Barkhane. Et après, on a quitté Barkhane pour Takuba. C'est en fonction de la
forme de la guerre, effectivement, on a quitté Serval pour Takuba, pour Barkhane et après pour Takuba. Ça explique le changement de la forme de la guerre. Mais la guerre la guerre asymétrique, ça c'est depuis 2015, ça n'a pas changé de forme. Et nous sommes dans ça depuis 2015. Je crois qu'aujourd'hui, je dis et je le répète très honnêtement, on a l'habitude de négocier avec les mouvements armés, on a l'habitude de négocier avec les djihadistes pour libérer nos terroristes. Mais les cas ne sont pas les mêmes parce que ça s'est fait. Et j'ai dit, non, le cas de Yamnala par exemple, ça se comprend. Parce que les revendications ne sont pas les mêmes. J'ai dit, à un moment donné, il faut aussi négocier. Vous savez, aujourd'hui, j'ai dit, peut-être sauf erreur de ma part, on a à peu près plus de 100 militaires qui sont entre les mains de ces terroristes-là. Il va falloir aussi négocier pour pouvoir les libérer aussi. Même en échange de certains terroristes, on n'a pas le choix. Ça se fait dans n'importe quel pays. Il faut aussi tenir compte de ces militaires, de ces centaines de militaires qui sont entre les mains de ces terroristes-là, de ces djihadistes. On ne va pas les laisser comme ça et continuer la guerre, comme si de rien ne s'est fait. Merci bien. Donc voilà. Il m'a appelé par mon nom, je suis obligé. Un dernier mot sur ce chapitre. Voilà. Pour le faire, j'ai dit, en négociation de paix, on négocie un État normal, un État qui se soucie de sa sécurité, ne négocie jamais avec des groupes armés. Et surtout que la nature a changé. Là, on va lire les communiqués du gouvernement. La nature a changé veut dire quoi? Les ex-rebelles pour le gouvernement s'inscrivent dans le cadre du terrorisme. Et il y aurait accord entre le FLA et les génies. Donc tous ceux qui sont contre l'État attaquent l'État. Comment lui, il peut demander à l'État de négocier? On a négocié plusieurs fois pour libérer les otages avec ces djihadistes. Il refuse de reconnaître. Moi, je comprends pas. Est-ce que ces otages valent mieux que les pays? Ces otages ne valent pas mieux que les pays. On a négocié avec les djihadistes, on a négocié avec les terroristes pour libérer des otages. Est-ce que ces otages valent mieux que les pays? Les pays sont au-dessus de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de négocier? Et pour pouvoir libérer nos militaires qui sont prisonniers des États. Il faut conclure. Pour conclure, pourquoi refuse-t-il d'admettre la nature changeante des attaques? Pourquoi il refuse de reconnaître la bravoure des femmes? Pourquoi il exige des sangs neufs? L'État est en train de faire le maximum. Équipement, formation, soutien avec les pays qui le soutiennent. Maintenant, moi, j'ai dit, moi, Touré, dans la médiation qu'on m'a appris à l'école, on ne négocie jamais pour permettre un État. Seul l'État a le droit de porter l'arme. Seul l'État a le droit de contrôler son territoire. Ça, c'est clair. Maintenant, lui, ce qu'il confond, c'est les étapes de la médiation. Qu'est-ce que le Mali n'a pas fait? De 2011, qu'est-ce que le Mali n'a pas fait? Parce que les intentions ne sont pas les mêmes. Soit on récupère notre territoire d'abord, puis on négocie. Parce que si on retourne dans le même système, la politique de l'État, elle est comprise. Tu déposes les armes, tu viens à la négociation. C'est ça que le gouvernement. Maintenant, s'il a une autre proposition, ça c'est son point de vue. D'accord, donc on va terminer avec ce chapitre de la Badi. 2 mots pour sortir de ça. De toutes les façons, je dis et je le répète, si des terroristes, des mouvements rebelles et terroristes, c'est la même chose. Si des mouvements terroristes prétendent occuper des zones, je n'ai pas parlé d'attentats, je n'ai pas parlé de World Trade Center, je n'ai pas parlé d'attaquants Bataclan ou comme des attentats qui se font au Radisson ici, qui s'est fait au Radisson ici il y a quelques années. Je parle de vouloir rompre l'unité territoriale d'un pays, avoir des revendications territoriales. Aucun pays ne négocie avec les gens. Depuis combien d'années qu'on signe des accords? Le Malien a du mal à changer son logiciel. Vous signez des accords après accord. Vous répétez la même chose plusieurs fois. Voilà. Ça ne marche pas et vous demandez à faire la même chose encore. Quand est-ce qu'on va faire quoi? Alger 3, maintenant il n'y a plus Algérie, on va aller où? Russie 1, Russie 2, on va aller où? Japon 1. Il faut que nos élites changent leur logiciel. Je dis bien, donnez-moi un exemple d'un pays normal, comme il a dit, fort, qui a une armée, qui laisse des gens occuper. Il n'y a que des pays faibles qui négocient avec des gens qui ont des revendications territoriales. Il n'y a que des pays faibles qui le font. Il n'y a que des pays faibles. Je ne parle pas d'attaque terroriste. Je ne parle pas d'attentat. L'attentat peut se faire dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui est à l'abri. Mais venir dire que tu vas s'aimer la terreur dans une partie du territoire, non seulement tu seras combattu, mais même des fois quand tu prends en otage des gens du pays, on accepte de sacrifier tous ces éléments. Et quand est-ce que nous, Africains, allons quitter dans cette culture de la mendicité? La question est bien posée. Donc, nous allons rentrer dans le deuxième thème, la nouvelle charte de la transition. Monsieur Touré,
Nous avons vu le CNT a approuvé en délibération, donc il y a eu une nouvelle charte de transition. Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'innovation là-dedans. Tout à fait. Donc quand vous avez vu le papier, Oui. donc vous avez fait quelle analyse? Bon, la première lecture, la révision de la charte était essentielle. C'est vraiment un jalon essentiel, un événement ou une étape majeure pour la transition. Et c'était nécessaire pour arriver à un Malikoura. Quand on l'a dit, cette révision vise à rectifier les lacunes initiales, à établir des bases plus solides pour plusieurs raisons. Quand on parle des lacunes et des raisons valables, nous avons vu que la première, la durée initiale de la charte était dépassée. Donc il fallait une nouvelle durée souveraine pour consolider les acquis et préparer surtout les élections. Et pourquoi il faut pourquoi il faudrait une nouvelle durée souveraine? Parce que nous sommes dans un contexte de sécurité tendu, un contexte de géopolitique, géostratégie vraiment tendu entre le Mali et les pays hostiles. Donc il fallait prolonger la transition pour consolider. Et si nous voyons les innovations majeures, comme vous l'avez dit, cette charte réaffirme la suprématie de la Constitution. Ça, c'est un fait. Elle intègre l'AES et rend éligible le président de la transition aussi que les membres de la transition. Et l'innovation majeure même, moi, à mon avis, c'est le caractère, la flexibilité, le caractère de la flexibilité dans cette charte. Cela veut dire quoi? Il n'est pas forcément dit d'aller vers les 5 ans. Dès que les conditions seront réunies, les élections pourront se tenir. Donc c'est pour dire cette révision, moi je l'accueille à bras ouverts et ça donne une opportunité de continuer la dynamique enclenchée pour stabiliser le pays et aller de l'avant. Monsieur Yatara, donc la nouvelle charte, elle est là. La durée de la transition, l'éligibilité du président de la transition, des membres du gouvernement, des membres du CNT. Merci bien, monsieur Antoine. Vous savez, moi, avec cette nouvelle charte, moi, je parlerai du hold-up de la révolution du peuple. Je parlerai aussi d'un énième viol de la Constitution et du serment prêté. Vous savez, en analysant juste le discours du 18 août du colonel-major à l'époque, Ouagui, il a égrené un chapelet de problèmes qui ont amené au 18 août 2020. Entre autres, éducation nationale patauge et piétinée. Aujourd'hui, on est à 2008 écoles fermées. Depuis 2012, peut-être dans 2020, on était à 1000. Il a parlé des santé aux plus offrants. Tout le monde sait aujourd'hui que ceux qui ont les moyens partent faire soigner au Maroc, en Tunisie et en Turquie. Il a parlé de décentralisation qui a complètement manqué d'accompagnement. Oui, les compétences ont été transférées, mais les ressources restent toujours au niveau central. Il a parlé des villages entièrement brûlés. On est toujours dans ça. Il a parlé des paisibles citoyens massacrés. Ça, c'est le lot quotidien aujourd'hui. Il a parlé de la perte de nos compagnons, de leurs compagnons d'armes. Ça, non, moi je pense qu'on va rester sur cette nouvelle charte qui a été votée. C'est cette charte-là, c'est ces raisons-là qui ont motivé la première charte et la charte 2. Comprenez? Donc en analysant, il a dit le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale. On est toujours dans le terrorisme. Pour finir, il a dit la mauvaise gouvernance avec son lot de frustration. Mais en analysant les rapports de différentes structures de contrôle, en analysant les différents scandales au niveau pendant la transition, est-ce qu'on a encore sorti de ces chapelets de manquements qu'il a égrenés? Mais ce que vous venez de dire là, par exemple, au niveau de la justice de la santé, il y a aussi des avancées. Hein? Non, il faut le dire. Je suis parfaitement d'accord. Je n'ai pas dit que tout n'est pas que du mal pendant la transition. Il y a aussi effectivement des avancées par rapport à la transition, je suis parfaitement d'accord. Je salue le ministre de la Justice ici. Et pratiquement tous les 6 codes ont été révisés pendant la transition. Les 6 codes pratiquement ont été révisés pendant la transition. Je salue le ministre de la Justice ici. Vous comprenez? Moi, je dis, qu'est-ce qui en réalité motive cette nouvelle charte-là? Et rien ne motive. Vous comprenez? Et vous avez demandé qu'on vous donne 18 mois. Personne ne vous a imposé.
Au bout de ces 18 mois-là, vous avez été incapable d'organiser des élections. Vous avez encore demandé 24 mois. On vous a encore demandé de donner ces 24 mois, gracieusement. Au bout de 24 mois, on n'est pas encore sorti de l'honneur. Ensuite, on a organisé le dialogue intermalien, mais en réalité qui est pratiquement, je peux dire, borné, mais qui n'a pas eu l'assentiment pour pouvoir avoir une nouvelle progression. Et on vient maintenant avec les forces vives de la nation et pour se donner une nouvelle légitimité, soit disons 5 ans, abroger même la charte des partis politiques. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche d'organiser les élections? Ils disent toujours on fait ça parce que le peuple l'a voulu. Mais si vous avez le peuple derrière vous, allons-y aux élections. Moi, je l'ai dit ici, je ne suis pas contre ce qu'Assimi soit candidat. Je ne suis pas contre ça. Mais qu'on sorte de cette transition-là. Qu'on sorte de cette transition. Bon, une nouvelle durée vient d'être donnée. Bon, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien pratiquement. Qu'on sorte de cette transition-là. Si Assimi veut être candidat, et derrière la nouvelle charte lui confère, c'est à lui de promulguer ça. Mais si cette nouvelle charte lui confère de se présenter... Bon, comme le dit les sages, là, on va pas essayer l'avenir, on va attendre voir. Tout simplement, j'en appelle à la sagesse des sages de la Cour constitutionnelle. J'en appelle à la sagacité, à l'intransigeance des magistrats pour que vraiment cette nouvelle charte-là ne passe pas. Que eux-mêmes ne se rendent pas complices de cette lecture biaisée du droit, qu'ils ne se rendent pas complices de la souffrance de la population. Et je crois que j'en appelle à la sagesse encore des sages de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, et j'en appelle à la sagesse et à l'intégrité. Mais ici, M. Yattara, permettez-moi, toutefois cette durée peut être écourtée dès que les conditions permettant l'organisation des élections. Vous savez, le charme du droit, c'est ça. C'est souvent on dit que c'est élastique, c'est pour permettre diverses interprétations. Tout le monde sait que l'idée n'est pas ça. Vous comprenez? Quand on dit 5 ans... Mais il faut s'entendre à ce qui est écrit. Quand on dit 5 ans, non, quand on dit 5 ans renouvelables jusqu'à la pacification, autant de fois jusqu'à la pacification du pays, je crois qu'on n'est pas... On met ça juste pour la forme. Comprenez? On est dans 5 ans renouvelables jusqu'à la pacification du pays, on est dans ça. On dit qu'on veut s'aligner sur le Burkina et le Niger. Donc on ne peut même pas parler d'élection parce que si les conditions sont réunies. Le Burkina a entraîné 5 ans, le Niger a entraîné 5 ans. On dit qu'on veut s'aligner. L'ESP veut avoir le même mandat. Les différents chefs d'État veulent avoir le même mandat. Alors à quoi ça sert de mettre si les élections, les conditions du pays pour organiser les élections? On a organisé les référendaires ici. C'était sur toute l'étendue du territoire. On a dit que les assignations de la refondation étaient organisées sur toute l'étendue du territoire. On a dit que le dialogue intermalien a été organisé sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce après les élections d'être organisées sur toute l'état du territoire. D'accord. Donc nous allons revenir pour la deuxième question. Monsieur Badi. Alors, vous savez... La nouvelle charte, la durée de la transition, donc si les conditions le permettent, on va organiser les élections. L'éligibilité, je pense que je ne me trompe pas sur le mot, des membres du gouvernement, du CNT, voilà. Alors, je vais revenir sur le contexte qui a prévalu à cette transition. Je pense qu'on a l'habitude d'abord d'utiliser des mots sans au préalable qu'on s'entende sur ce qu'on met comme signification derrière. Quand on parle de sortir de la transition ou mettre aller à la fin de la transition, il convient de définir ce que c'est la transition. En ce qui me concerne, quand on parle de transition, c'est un changement d'un état A à un état B. Bon, comme les dates étaient données, quoi, 18 mois, 24 mois, voilà. Pourquoi j'arrive au contexte? Je l'ai dit plusieurs fois dans nos différents débats ici que moi je suis pour une refondation globale de tout le système, à commencer par le mode de désignation du président de la République. Pour moi, une transition, c'est une période qui va nous enlever dans l'ancien système pour nous amener dans un nouveau système. Ma préoccupation première, ce n'est pas la fin de la transition, c'est qu'il y ait une transition, c'est-à-dire qu'on change d'état. Et dans ça, dans quelle durée? Est-ce qu'il y a une durée déterminée? Il n'y a pas de durée nécessaire tant que l'objectif final n'est pas atteint. Dans le débat précédent, dans le thème précédent, j'ai répété ici que les Africains ont la particularité de vivre dans une boucle infinie, un cycle de répétition ad vitam aeternam. On fait la même chose, ça aboutit. À chaque fois qu'il y a des crises politiques et institutionnelles et sociales, comme communément appelées coups d'État, c'est des résultats de crise. On refuse
d'analyser les causes profondes, on veut revenir aux élections rapidement sans penser le problème. Je dis et je le répète, on peut accélérer cette transition et la terminer rapidement. Je vous donne rendez-vous dans maximum 15 ans pour une autre transition. À quel moment on va pouvoir structurer les choses et faire table rase? À quel moment on va remettre en cause ce que nous-mêmes on a produit en tant que pays depuis 1960? Pourquoi on refuse de reconnaître que ce qu'on a fait jusqu'à présent est mauvais? Pourquoi on a encore des élites qui continuent à défendre ce qui est mauvais? Pourquoi ils veulent maintenir, même ceux qui sont d'accord... Donc cela, il faut corriger tout ça. Même ceux qui sont d'accord qu'il y a eu du positif et du négatif, leur solution consiste à apporter des améliorations. C'est-à-dire, on amène une voiture qui est cassée, on dit, bon, la voiture là quand même, c'est complètement bousillé, toutes les pièces. Et puis vous dites, non, changez les pièces, regardons les pièces les plus importantes, ce qui peut rouler sans, avançons. Ça, c'est la position commune qu'on entend de la part de mon co-débatteur et d'autres personnes. Et il y a la personne qui va dire, mais construisons une nouvelle voiture. Et construire une nouvelle voiture, quand on est dans une situation de crise, d'insécurité comme ça, il ne faut pas aller à la précipitation. Pourquoi j'ai dit de revenir au contexte de début de la transition? Parce que nous, depuis le début, qu'est-ce que nous avons reproché à la transition? C'est de ne pas affirmer très tôt cette volonté de sortir du système actuel. Peut-être en disant les dates, les périodes. Il fallait ajourner, rendre caducs tous les textes qui gouvernaient le Mali et faire toutes les réformes. Et donc, les réformes au début, table rase. Depuis le début, il fallait assumer qu'on est en train de faire une révolution. Peut-être qu'eux-mêmes n'avaient pas cette volonté de révolution au début et que l'idée a émergé dans leur tête. Donc, selon vous, on a tâtonné au début. Qui avons, bien sûr, personne n'est parfait. Dans le pouvoir, on voit des choses, on apprend, on évolue, etc. Mais je dis que nous qui avons participé à ces mouvements, nous panafricanistes au Mali, avec d'autres mouvements Yereoulo, nous, notre volonté, c'était de faire table rase. Et nous devons faire cette table rase. Elle n'a pas lieu encore. Jusqu'à présent. Moi, je ne souhaite pas ceux qu'eux, ils veulent, revenir à l'ordre constitutionnel, faire des élections, tout ça, c'est ce qui est légitime. Moi, je ne souhaite même pas qu'on revienne dans ça. Moi, je souhaite qu'on construise un autre système. Et c'est pour ça que je dis que ce qu'on peut dire à la transition, c'est que quand on est au pouvoir, il y a deux manières d'analyser la légitimité. Il parlait tout à l'heure de cour constitutionnelle, d'illégalité, etc., de revenir à l'ordre constitutionnel, etc. En droit, en constitution, il y a deux manières de voir des actes qui sont posés. La légitimité peut provenir de la manière dont tu as accédé au pouvoir, c'est-à-dire la légitimité du pouvoir s'analyse par sa source. Donc, dans cette discipline, ton pouvoir est considéré comme légitime à partir du moment c'est très important cette partie. Ton pouvoir est considéré comme légitime si tu es issu d'élections, etc. Peu importe ce que tu fais, les gens doivent te laisser terminer, aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas de cette lecture-là. Il y a une autre lecture qui consiste à dire, et puis ça c'était la lecture qu'on avait avant, dans des siècles précédents, qui consiste à dire que la légitimité tient du fait que celui qui est au pouvoir est légitime, peu importe comment il est venu, mais tant qu'il satisfait au bien commun, tant qu'il travaille pour le bien commun, mais dès qu'il cesse de travailler pour le bien commun, pour son intérêt personnel, il devient tyrannique. Voilà, donc vous dites qu'il faut construire un nouveau système. Donc c'est un peu vague, quoi. Est-ce qu'en deux mots, le prototype de ce pouvoir ou bien de ce régime politique, voilà. Un nouveau système il faut sortir des élections, tout ça, mais un nouveau système. Les éléments, les points, c'est pas moi qui vais décider ce que le Mali doit être. Mais les points de décision sont clairs quand on parle de nouveau système politique. Je vais le dire précisément pour que les gens comprennent de quoi on parle. Nouveau système politique, ça veut dire quoi? Comment on choisit les gens qui décident à notre place et à qui on confie les fonctions dites publiques. Comment on les identifie, comment ils restent, leur durée,
comment ça fonctionne, qui participe à cette action, quels sont les critères qu'on met en place. Par exemple, pour choisir quelqu'un, il y a des critères qui peuvent être toute personne qui se désigne n'est pas choisie. Pour connaître la qualité de la personne, on va se référer non pas au vote de tous les Maliens, mais de ce que dit son voisinage, son entourage, revenir à des trucs sociologiques, anthropologiques plus concrets pour que les personnes qui peuvent être issues de ces processus-là soient des personnes pas intelligentes, hein, mais de qualité, d'honneur et de dignité, pas des beaux parleurs, pas des gens qui ont l'argent, pas des gens qui ont les moyens. Donc selon vous, quand il y a les élections législatives, tout le monde ne doit pas venir, quoi. Ceux qui sont candidats, ils doivent avoir une enquête de moralité, de tout ça, voilà. C'est tout un système de désignation. Je ne parle même plus d'élection universelle où tout le monde doit décider pour voter pour ça. Deuxième exemple, la loi. Quand je dis la loi, c'est le code civil, le code du mariage. Toutes ces choses-là, on doit les refaire complètement parce que on essaye d'appliquer des textes qui sont en décalage avec les comportements des gens. Forcément, il y aura collision. D'accord, je vais vers toi avant de venir vers Yatara. Donc, Badi est dans une logique, nouveau système, il faut balayer tout, il faut construire quelque chose de nouveau et de solide. À ces raisons, j'arrive à lire un peu, mais comme ce Badi... Bon, on va citer tout ce qui est ancien. C'est le grand statisticien, il est toujours en avance sur le temps, c'est bien. Il fait des provisions. D'accord. Mais pour ajouter sur le complément de Badi, oui. c'est pour dire qu'il faudrait ajouter des filtres. Surtout dans la désignation des candidats. Les filtres veut dire quoi? La Côte d'Ivoire en a fait quelques filtres. C'est-à-dire rehausser, voir des mécanismes de garde-fous. Pour que n'importe qui, des beaux parleurs, des charlatans, des gens qui n'ont pas de souci que leurs propres intérêts ne viennent pas au pouvoir. Donc il faut avoir des filtres. Quand on parle des filtres, ça peut être le système de parrainage. Mais par ailleurs aussi, on dit que tout le monde est égaux devant la loi. Non, tout le monde est égaux devant la loi. Mais tous les citoyens sont égaux devant la loi. On ne doit pas nous diriger parce qu'on a vu certaines décisions, certaines erreurs incombent la responsabilité morale de certains dirigeants, sans pourtant nommer. Maintenant, pour continuer, j'avais dit au départ... Mais si moi je dis je vais être député, qu'est-ce qui peut m'être écarté? Pour que tu puisses être député, il faudrait faire des filtres. Pour que faire des filtres veut dire quoi? Avoir un certain nombre de parrainages civils. Ceux qui te connaissent. Parce qu'il faut quelqu'un qui est exemplaire, quelqu'un qui est exempté, quelqu'un qui peut défendre, et quelqu'un qui n'a que de l'intérêt pour le peuple. Il y a des gens qui veulent aller aux élections parce qu'ils ont d'autres ambitions, sortir à la télé, être dirigeant, se servir, comme nous avons vu dans le passé. Il faudrait trouver des filtres. Oui, je suis d'accord pour ça. Maintenant, j'avais dit pour la durée. Pourquoi j'avais dit c'est crucial? Cette nouvelle est cruciale parce que ça va permettre d'éviter une transition hâtive. La transition hâtive veut dire quoi? Pour ne pas répéter les erreurs de l'histoire. On a vu en 91 ce qui s'est passé. Après, il y a eu querelle des intérêts. On a vu M5, des gens se sont tirés là-dessus. Donc, d'où la rectification, etc. On est là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire les choses à bonne escient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter l'impression. Mais il y a beaucoup aussi qui disent que les hommes passent, le pays reste, la vie d'un pays, c'est pas lié à la vie. Il faut laisser un pays entier. Ceux qui veulent des élections peuvent-ils aller au-delà des campagnes? Est-ce que quelqu'un qui est dans d'autres situations préfère les élections? Donc, cela veut dire que la sécurité, pour moi, d'abord, puis les élections. Et puis, le Mali ne va pas fuir, le Mali va rester. Donc, la nouvelle charte, selon vous, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose pour considérer les acquis et surtout préparer les élections avec les innovations majeures. D'accord. Monsieur Yatara, selon Aïdra, il faut construire un nouveau système. Il faut se débarrasser de tout ça. Et puis, il faut aller vers un avenir qui est vraiment construit sur du solide. Vous savez, la base de tout raser... Selon lui, c'est la boucle, quoi. Le serpent se mord la queue. La base de tout raser, de commencer, ne construit pas un pays. Non. Vous savez, dans n'importe quel régime, en tout cas au Mali, de 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des acquis sur lesquels on ne peut même pas y revenir. Comprenez? Je ne dis pas que ce Mouro qui était tout était bon. Je ne dis pas que ce Moussa Traoré tout était bon, même sous la... Donc il y a beaucoup à conserver. Beaucoup à conserver. Aïe. Et c'est ça qui a fait du Mali la troisième économie de la zone franc presque pendant 60 ans. Si tout était mauvais, le Mali n'allait pas être la troisième économie de la zone franc pendant 60 ans. Donc ne nous dites pas qu'il faut tout raser. Tout n'a pas été bon, certes, mais ne dites pas de tout raser. Vous savez, il est très difficile. Ils sont dans la caricature d'un homme politique idéal, d'un homme providentiel. Dans la vie, tout jugement est subjectif. Sur une même personne,
Tu peux avoir des idées objectives pour une personne, pour d'autres personnes, c'est subjectif. Donc il n'y a pas d'homme politique idéal. Mais et pourtant, souvent, il y a des hommes autour duquel un pays se construit. Par exemple, quand nous prenons le cas de Mao, vraiment, il a été un personnage où tout est construit autour de lui. Vous savez, vous savez, c'est leur exemple. George Washington. Non, c'est le cas de Mao qui me frappe beaucoup. Non, vous savez, et j'ai écouté l'autre jour quelqu'un, évidemment, ça vient à Bonomie, il a dit qu'en réalité, les Chinois vénèrent Mao. Mais en réalité, la Chine doit tout à Deng Xiaoping. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est Deng Xiaoping et non Mao. Ce n'est pas l'objet du débat, sinon j'allais rentrer dans les raisons qui l'ont poussé à dire qu'aujourd'hui, ce que la Chine est aujourd'hui, c'est grâce à Deng Xiaoping et non à Mao. Vous voyez déjà que les jugements sont subjectifs. Vous comprenez? Donc, je dis, il faut qu'on sorte de ça. Forcément, il va falloir peut-être refonder à certains niveaux. Mais il y a beaucoup d'acquis sur lesquels on ne peut même pas revenir. Et je dis, c'est ces acquis qui ont fait du Mali la troisième économie de la zone franc pendant presque 60 ans. Mais il faut être d'accord aussi que vraiment, il y a des personnages, il y a des personnes autour desquelles vraiment un pays se construit. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'exemples dans le monde. Non, vous savez, il n'y a pas. Le cimetière est rempli de personnes qu'on croyait indispensables. Vous comprenez? Ne rentrons pas dans ça. On ne peut pas caricaturer un homme politique idéal ou un homme providentiel. Vous comprenez? On juge seulement les gens parce qu'il est ceci, il est comme. Prenez même les hommes politiques au Mali. Bon, permettez-moi de dire les hommes politiques parce qu'il n'est même plus permis de dire les hommes politiques. Vous comprenez? Ils n'ont jamais. Quel homme politique a fait l'unanimité au Mali? Aucun homme politique n'a fait l'unanimité au Mali. Et pourtant, lors des élections, forcément, d'autres sont élus, d'autres sont battus. Et dans une commune, tu prends 15 candidats, forcément, celui qui a gagné ne peut pas avoir 100% de votants, ça c'est sûr. Donc, mais c'est surtout à la majorité simple qu'on élit les hommes politiques, ou pratiquement au proportionnel en ce qui concerne les municipales. Vous comprenez? Donc, ne rentrons pas dans ça, et tout est une question de système. Le Mali a tous les bons textes. Ça c'est sûr. On a les bons textes, mais peut-être les hommes chargés de les appliquer, et souvent même la population est complice de l'inapplicabilité de ces textes-là. Souvent on accuse même l'administration, souvent on accuse même les hommes politiques, souvent on accuse même les autorités politiques ou les autorités en charge de destiner ce pays, mais à tort. Mais souvent le problème même c'est la population. Selon vous, cette nouvelle charte-là, c'est une avancée? C'est pas du tout une avancée, c'est plus, pour moi c'est un recul. C'est un recul. On ne peut pas donner un mandat sans élection. Comme eux-mêmes ils ont dit. Si mais les mots sont là, les mots sont là. Non, si eux-mêmes ils ont dit, je crois que Dieu peut être écouté. Non, je dis, c'est un couteau à double tranchant. Si eux-mêmes disent que en cas enfin, si un point suscite des discussions, la Constitution l'emportera sur la transition, sur la charte de la transition. Wait and see. Dans la différente charte, il s'est dit que c'est la charte qui l'emportait, qui primait sur la Constitution en cas de discussion sur un point. Mais cette fois-ci, ils ont inversé. Ils ont dit que c'est la Constitution qui l'emporte là maintenant sur la charte. D'accord. Donc, je crois qu'on va terminer avec ça et puis effleurer un peu le troisième thème. Il y a un deuxième aspect que je voulais aborder au-delà de la réforme du système. Justement, pour parler de cette réforme du système, nous sommes des panafricanistes. Ça veut dire que... Vous tenez à ce terme, hein? Oui, je tiens à ce terme parce que nos pères de l'indépendance nous avaient déjà dit que les Africains, les pays africains dans leur forme actuelle, s'il n'y avait pas d'unité, c'est-à-dire fusion pour créer de nouveaux pays, l'Afrique sera toujours en retard. Vous voyez la différence entre mon collègue co-débatteur et moi, c'est qu'il semble être, il confirme ce que je disais tout à l'heure, ah bon? Il semble être satisfait de la situation actuelle. Il va jusqu'à dire qu'on était telième économie, c'est-à-dire le premier des derniers. Mais il oublie que les pays africains, spécifiquement la zone ouest africaine, sont parmi les plus en retard de l'humanité. Comment on peut venir sur un plateau dire telle personne a fait ci, telle personne a fait ça? Nous, ce que nous disons, vous savez qu'il y a 50 à 70% des Maliens qui ont moins de 25-30 ans. Si on monte à 30 ans, ça va dans les 80%. Qu'est-ce que vous leur avez à leur proposer de projets ambitieux au moment où on veut redonner confiance aux Africains, croire que pour qu'ils soient conscients déjà qu'ils sont en retard, pour qu'ils se réveillent, pour qu'on ne soit pas dans l'autosatisfaction? On a des acteurs, des leaders qui leur disent oui, il y a du positif, il y a du négatif. Nous, les panafricains,
nous l'avons dit depuis longtemps. Les 3 pays sont dans le cadre de l'AES. Nous, notre objectif à court terme, c'est qu'il y ait une fédération, que les pays abandonnent un certain nombre de souverainetés. Ça nécessite que les systèmes internes des pays changent. On ne peut pas aller vers une fédération sans revoir les constitutions des différents pays. Je suis pour une constitution AES. On va parler dans le troisième sujet. Il n'y a pas de problème. Une constitution AES. D'accord, merci, le temps est déjà parti. Permettez-moi juste de lui dire que un pays ne se construit pas en 60 ans. On n'arrive pas à être développé en 60 ans. D'accord. Les pays développés ont merci. Merci. Permettez-moi de dire qu'il y a beaucoup à apprendre. Merci beaucoup à apprendre. Des étapes de c'est bon. Voilà, merci beaucoup. En début de semaine, donc, le Premier ministre, le général de division, Ablé Maïga, était en Espagne. Donc, il participait à la 4e conférence, si les chiffres sont bons. Donc, sur le financement du développement. Monsieur Touré, vous êtes enseignant-chercheur. Oui. Et pourtant, certains anthropologues nous disent qu'il n'y a pas de développeurs. Donc, une conférence internationale sur le financement du développement, ça vous dit quoi? Bon, d'abord, comme je l'ai toujours dit, il faut toujours relativiser. Il n'y a pas de développeur, mais il y a quelqu'un qui met les bases du développement. Aïe. Donc, pour revenir sur notre sujet, la participation du Premier ministre, il y a quelques éléments importants à mon niveau. Donc, le premier, c'est que le Premier ministre a été le représentant officiel de l'AES. Donc, il a été le représentant officiel de l'AES, c'est un point essentiel. Le représentant du général d'armée Assimi Goïta qui représente la Confédération. Donc, forcément, quand le Premier ministre parle, il parle au nom de l'AES. Donc, cette conférence a permis à l'AES, surtout à travers l'implication personnelle du Premier ministre, de plaider pour une coopération sud-sud. Oui. Donc, il a plaidé pour cette coopération et la souveraineté sud-sud. C'est-à-dire qu'on coopère, mais il faudrait respecter la souveraineté et la non-ingérence. Même s'il y a financement, il faut que ces financements-là respectent nos réalités. Nos réalités. Et appeler à la réforme des institutions financières internationales. Parce que pour l'AES, les institutions financières internationales sont caduques. Il faudrait réformer, prendre certaines considérations. Et cette considération, à l'avis du Premier ministre, mais nous avons quel levier pour changer ça? Parce que ces institutions-là sont solides. Sont solides, mais il faut toujours proposer. Parce que nous avons, l'AES a déjà l'avantage de sa banque, l'AES a sa vision. Il a expliqué, Mordicus, aux uns et aux autres que ce changement devrait prendre en compte la dimension du financement de la sécurité. Il faudrait impliquer la sécurité dans les projets de développement. Donc c'est un point important qui peut aussi réconforter ceux qui pensent que les écoles sont fermées, les centres de santé ne sont pas réhabilités. Il faudrait la sécurité pour pouvoir réouvrir. Donc développement, sécurité. Donc tout cela est lié à la sécurité. Donc dans les projets de développement, il faudrait insérer la sécurité dans le développement. Et il a affirmé pour finir que les ressources allouées à la Banque confédérale sont à chercher et aller de l'avant. Donc en un mot, on peut dire que le Premier ministre a fait une participation remarquable au nom de l'AES et surtout la dimension de la sécurité. Et il a un appel aussi aux États sponsors des terroristes à se déconnecter du financement du terrorisme. D'accord. Monsieur Yatara, cette nouvelle approche sur le financement du développement, le Premier ministre a développé vraiment beaucoup en Espagne. Oui. Pour ceux qui pensent que nous sommes troisième, il n'y a rien. Je crois que c'est une bonne occasion de leur montrer encore qu'on n'a pas encore atteint le développement et que la croissance économique, c'est d'abord des étapes même avant de venir à la croissance et qu'on ne peut pas passer à la croissance sans passer par l'émergence. Mais aussi, tous les pays sont interdépendants, M. Yatara. On ne peut pas se développer seul. On ne construit pas un pays avec du l'utopie. D'accord. Il faut être objectif et réaliste. L'utopie ne construit pas un pays. Nous sommes à la 4e du JAR, à la 4e conférence du JAR. Et je crois qu'à la toute première ou la deuxième peut-être, je crois que c'est le président de la transition Djangouda Traoré qui avait participé à Bruxelles, je crois, en 2013. Et il avait fait au nom du Mali un levée de fonds de près de 10 milliards de dollars. Mais en réalité, que même 10% n'ont pas pu être mobilisés. Vous comprenez? Je crois qu'en marge de cette visite, c'est vrai, le parti représenté de l'AIS, c'est vrai, le parti représenté le président de la transition Assimi Goïta. Mais je crois qu'il avait dans ses valises
ce qu'on appelle la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, que le Mali a élaboré ici il n'y a même pas 2-3 mois, d'une valeur à peu près de 61 000 milliards de francs CFA. Et il a fait beaucoup de B2B pour pouvoir avoir les financements de ces projets-là. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup communiqué sur ça. Sûrement que beaucoup de projets ont été... il y a eu l'assentiment peut-être de beaucoup de bailleurs de fonds dans les B2B pour pouvoir financer ces différents projets qui constituent la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Vous comprenez? Donc je crois que ça montre encore que le monde aujourd'hui est interplanétaire. Le monde aujourd'hui, on ne peut pas se développer en autarcie. Ça aussi, c'est une réalité. Ça montre aujourd'hui qu'on a beau prôner la souveraineté, on a beau prôner, on est obligé de se tourner vers d'autres pour pouvoir être financé, pour pouvoir atteindre ces objectifs de développement. Nous sommes dans ça et je sais qu'il n'a pas beaucoup communiqué sur les... Mais surtout que les financements doivent être adaptés à nos réalités. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord que les stratégies... Surtout, parce que souvent aussi, il ne faut pas se le cacher. Il y a eu des années ici où certains pays donnaient de l'argent et disaient il faut faire de l'argent comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, tout ça est fini avec nos 3 principes. Les 3 principes qui sont vraiment érigés qui guident l'action publique, qui sont érigés de la Constitution. C'est sûr qu'on ne va pas maintenant accepter des aides conditionnées ou des financements conditionnés. Et nous espérons que, même s'il n'a pas communiqué, il a eu quand même plusieurs milliards dans sa valise en retour. Voilà, déjà le 3e thème, on est pris par le temps. Allez-y. Bon, contrairement à mon cher collègue Ouattara, tu me fais des signes déjà, très rapidement. Mon cher ami Ouattara, excusez-moi, je ne m'attends pas à ce que le Premier ministre vienne avec des milliards, mais au-delà il a déjà donné ce que le Premier ministre allait plaider. S'il y a un point à retenir, c'est effectivement quand on conçoit les projets de développement, les fonds qu'on alloue dans le but du développement, on ne peut pas utiliser ces fonds pour la sécurité et la défense. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'armée, la sécurité et la défense, c'est plein d'aspects, même des travaux de BTP, mais dans des buts de sécurité, des choses, des digues, ils ne peuvent pas. Donc, ce qu'il a dit, c'est que vous voulez faire le développement, mais vous avez des États africains qui ont des armées faibles. C'est pour ça que 80% des pays africains ont des rébellions, Congo, Tchad, un peu partout, Burkina, Côte d'Ivoire en 2011, etc. Et que toutes vos initiatives de développement, ça ne sert à rien si les fonds que vous donnez ne peuvent pas être utilisés aussi sur l'aspect sécurité. Mais au-delà de ça, le Premier ministre, ce n'est pas le Premier ministre du Mali qui était là-bas, c'est le représentant de l'AES. Il parle au titre de l'AES. Les pays de l'AES savent que ce genre d'initiatives n'apporteront rien. Vous avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que nous on peut changer? Il n'y a pas de réforme possible. Il faut aller vers les BRICS. Il faut aller vers la dédollarisation de l'économie mondiale. Il faut abandonner les moyens de paiement américains. Et à ce moment-là, on pourra restructurer. Ce n'est pas une réforme, c'est un remplacement. C'est ça qui est en cours. Aujourd'hui, le système actuel de Bretton Woods nous empêche d'acheter des armes. Si le Mali s'arme aujourd'hui, c'est qu'on passe par d'autres systèmes. Ces systèmes-là sont mis en place par la Russie, la Chine, l'Inde, etc. pour contourner le hors-la-loi américain qui veut imposer sa loi à tous les pays avec les transactions qui se font en dollars. Donc, le vrai contexte pour que les Maliens comprennent, c'est que pour avoir de l'argent et nous développer, on ne peut plus compter sur le système actuel dont les Ouattara ont confiance. Nouveau système. C'est ce système-là qui dit cette 4e conférence. Merci pour que vous êtes allé là-bas. Monsieur Ouattara, c'est de la diplomatie AES. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, je crois que l'État est déjà fini. Et monsieur Touré, voilà. Merci monsieur Ouattara. Merci beaucoup. Donc je pense que le samedi prochain, on va se retrouver ici sur d'autres thèmes. Monsieur Dr Touré, non, c'est bien. Donc, même si on prend 2 heures ici, moi, je pense qu'on ne va pas tout évacuer. L'AS a passé le message. N'est-ce pas? Le message est passé. Alors, merci, M. Aïdara. Donc, mesdames et messieurs, c'était votre émission Regard croisé d'aujourd'hui. On était avec Désiré Dako à la réalisation, Bitou Napo au son, Bouakar Djera ou Draman Kone à la diffusion, et tout ça sous la supervision de la direction. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Regard croisé le samedi prochain. Merci et à très bientôt.